Ma communication s'appelle Le devoir de rendre justice, et sur le programme, il y avait écrit Le devoir de rendre justice et l'artiste. Et finalement, ça s'appellera plutôt Le devoir de rendre justice et la représentation, pour une raison que vous comprendrez peut-être à la fin, c'est-à-dire que je n'ai pas développé autant que je le souhaitais et que c'était trop long. Donc voilà. Donc mon titre indique une intention, celle de mettre en tension, justement, deux aspects de la pensée de Lévinas. D'une part, le devoir de témoigner, et d'autre part, la critique adressée à l'artiste. Il sera quand même question d'esthétique, d'art et d'artiste. Donc c'est cette mise en tension entre le devoir de témoigner et la critique adressée à l'artiste, je l'analyserai à partir d'un passage précis d'Autrement qu'être au-delà de l'essence, et en particulier d'une phrase à la page 247. Je la lis, elle est très courte. La justice exige la contemporanéité de la représentation. Donc c'est à partir de cette phrase que j'ai travaillé. La description de la tension éthique chez Lévinas s'appuie sur la relation que j'entretiens avec autrui, et plus précisément la relation dans laquelle autrui me frappe par son altérité, ou l'altérité d'autrui me frappe. Cependant, cette relation, qui semble duelle, est instantanément ouverte à la communauté humaine. La venue de l'altérité, par des aspects que je développerai aussi plus tard, donc cette venue de l'altérité, au lieu de tenir dans la fascination, renvoie le sujet à l'impératif d'agir. L'éthique ouvre ainsi vers une praxis, dans la quête d'une justice pour tous. Ce n'est pas seulement l'ordre reçu de l'autre qui m'oblige à agir, mais c'est surtout la modalité d'advenue de cet ordre, donc la manière qu'a cet ordre de m'arriver, qui me conduit à me questionner sur ce que je peux faire en vue de l'éthique. Le devoir de rendre justice intervient donc depuis l'ordre intimé par l'autre, par sa modalité même, en direction des autres. Donc, en réfléchissant à cette question, je me suis appuyée sur la phrase que je viens de citer, et je me suis également appuyée sur une note de bas de page qui se trouve à la page 235 d'Autrement qu'être. Dans cette note, Lévinas renvoie à son article intitulé « La réalité et son nombre », dont on parlera beaucoup pendant le colloque. Autrement qu'être est donc un livre de 1974 qui renvoie à un article de 1948 dans cette note. Au cours de la section « Témoignage et prophétisme », dans la deuxième partie « La gloire de l'infini » du chapitre 5 « Subjectivité et infini ». Bon, beaucoup plus simplement, cette note de bas de page se trouve à la fin du livre. Je la cite. Je cite Lévinas. Le passé immémorial est intolérable à la pensée. Là, c'est un peu plus long que tout à l'heure, donc je lis vraiment. Le passé immémorial est intolérable à la pensée, d'où l'exigence de l'arrêt, ananke stenai. Le mouvement au-delà de l'être devient ontologie et théologie, d'où aussi l'idolâtrie du beau. Dans son indiscrète exposition et dans son arrêt de statut, dans sa plasticité, l'œuvre d'art se substitue à Dieu, confère notre étude dans les temps modernes, novembre 1948, intitulée « La réalité et son nombre ». Par une subreption irrésistible, l'incomparable, le diachronique, le non-contemporain, par l'effet d'un schématisme trompeur et merveilleux, est limité par l'art qui est iconographie. Le mouvement au-delà de l'être se fixe en beauté, la théologie et l'art retiennent le passé immémorial. Donc ça, c'est la note de bas de page qui se trouve à la page 235 d'Autrement qu'être. Dans ce moment d'Autrement qu'être, Lévinas pose lui-même cette tension entre le représentable et l'irreprésentable, notamment entre la parole et l'ordre qui se découvre à l'intérieur de cette parole, qui l'irrigue, sans pour autant en être l'origine. En effet, l'ordre qui ne s'expose pas, qui n'apparaît pas, ordonne la parole éthique en lui donnant du sens. Le sens éthique, c'est-à-dire
le sens du pour autrui qui se déploie dans la parole n'a pas précédé la parole, ne l'a pas initiée, mais s'y découvre comme la trace d'un ordre. Je rappelle que l'ordre dont il est ici question a trait précisément au devoir de rendre justice à autrui, autrement dit au devoir de témoigner de la présence d'autrui. Pour le dire autrement, ce que je peux découvrir dans ma parole qui s'adresse à l'autre, c'est une adresse sans autre visée que l'acte de présence, le geste de reconnaissance qu'il y a de l'autre à qui parler. Il y a quelqu'un à qui parler. Finalement, la question n'est donc pas ici pour Lévinas de se demander comment on peut décrire l'autre ou comment on peut représenter l'autre. Pour Lévinas, cette question ne se pose pas. D'abord, parce que ce qui apparaît comme sens et source du sens n'est pas préalable à l'éthique, mais émerge dans l'éthique, à l'intérieur même du moment de la parole. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas secondaire, mais c'est juste secondement, parce que l'altérité ne s'approche précisément que comme un non-phénomène, dérobade permanente. Donc pour parler simplement de la représentation, je citerai mon fils Antoine, qui est là-bas. Lorsque je lui demande où est ceci, alors c'est souvent le chargeur de mon téléphone, lorsque je lui demande où il est, il me répond très souvent, de manière très ironique et très agaçante pour moi, « C'est dans ta tête puisque tu y penses ». L'ironie d'une telle réponse repose précisément sur la différence entre la réalité et sa représentation. C'est-à-dire ce qui peut se former en dehors de cet objet réel à partir des traits caractéristiques de cet objet, comme un reflet de lui qui n'a pourtant pas de lien effectif avec lui, sans quoi, en effet, Antoine aurait raison dans son ironie, je l'aurais déjà. Or, on parle ici d'un cas particulier encore de la représentation, puisqu'il s'agit de l'altérité, et que si j'en parle ou que je l'ai dans la tête, si je sais de quoi je parle, je crois posséder l'autre, je crois posséder Dieu, donc si on suit le texte lui-même, puisqu'il nomme Dieu, parce qu'il se soumettrait alors à la mesure de ma pensée. Nous nous trouvons alors dans une tension étonnante entre donc, cette note de bas de page qui rappelle que la représentation détourne de l'éthique et la phrase qui suit de quelques pages que j'ai citée tout à l'heure et qui affirme l'importance de la représentation dans l'idéal de justice. C'est ce point paradoxal donc que je discuterai maintenant. La question qui se pose, ce n'est donc pas de décrire l'autre, mais plutôt de savoir ce que ma parole fait. Ma parole ne fait quelque chose, elle n'a de sens que lorsqu'elle s'adresse à autrui. L'acte de présence qui fait signifier l'acte langagier est double. À la fois, il s'agit de témoigner de la présence de l'autre, et en témoignant de la présence de l'autre, témoigner de ma propre présence. Cette apparente duplicité du sens de la parole se confond à partir du moment où on comprend que Lévinas entremêle ma présence à celle d'autrui, puisque l'adresse, donc ce que j'adresse à autrui, ma parole qui s'adresse à autrui, me fonde dans sa prononciation même, dans ma propre présence. Ainsi, le fond inexposable de la parole, c'est-à-dire la trace de ce qui gît dans ma parole sans se montrer, a à voir avec l'ouverture de ma propre présence devant l'autre, avec mon propre geste d'exposition devant l'autre. Ce lieu entre deux, qui n'existe qu'au moment où il est habité, donc là je parle de la parole, qui existe qu'au moment où elle est prononcée et habitée, c'est le lieu d'une rencontre impossible entre moi et autrui, entre le même et l'autre, et si je me réfère à l'article « Une religion d'adulte dans Difficile Liberté », entre Moshe et Dieu sur le mont Moria. Dans ce passage d'Autrement qu'être, on en est donc à ce moment de la réflexion. Quelque chose dans la rencontre est soutenu par ma propre parole, comme une voie, un passage qui serait ouvert à l'intérieur de ma parole, entre l'altérité obscure de l'autre et moi-même. Et cette parole
ouvreuse d'un passage, fait exister et supporte ce passage sans qu'il ait été indiqué auparavant, sans que j'ai eu le signe que c'était là que j'allais trouver ce passage, sans que quelque chose l'ait laissé supposer, et pour finir, sans qu'il puisse être thématisé, donc objectivé, au moment même où il est senti. Cette inauguration d'un lieu intermédiaire, pour reprendre les mots de l'article, l'expression de l'article « Une religion d'adulte » donc de difficile liberté dont je viens de parler, cette inauguration d'un lieu intermédiaire dans la parole me vient donc dans la mise en œuvre du lien lui-même. La parole ferait une voix à mesure qu'elle s'exerce, au moment même où elle s'exerce. Et précisément, d'après Lévinas, ce que ma parole mesure dans le rapport à l'autre qu'elle ouvre, c'est l'autorité de l'autre, c'est son commandement. C'est-à-dire, c'est sur ça que repose le passage et le lien. La parole serait le point de découverte de mon rapport à l'autorité de l'autre. Par exemple, c'est dans l'adresse faite à l'autre que je peux découvrir l'interdiction du meurtre et que cet interdit, je peux découvrir aussi que cet interdit ne tient pas à qui est autrui, mais à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire à l'altérité indescriptible, insaisissable qui émane de son visage. Donc ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne présente pas et ce qu'il ne présentifie pas. La particularité de la situation qui est décrite par Lévinas et qu'il souligne est que le commandement apparaît comme venant de l'autre seulement parce que ce sens émane de la différence dans la présence de l'autre. Pourtant, l'autre ne me donne pas ce sens, il ne me présente pas dans sa présence le commandement, et dit d'une autre manière, il ne me dit pas ce que j'ai à faire. À l'inverse, sa présence, à laquelle ma parole s'adresse, fait tenir ma parole dans une tension qui ne trouve pas de fin. C'est parce que je n'ai jamais accès à un autre visible, à un autre révélé, donc non autre mais représenté, c'est parce que je n'y ai pas accès que ma parole tient quelque part comme adresse et que lorsque l'autre peut imprégner le même, c'est-à-dire faire valoir sa présence qui est une absence dans ma parole, il fait valoir cette présence-absence et il ouvre le sens à l'intérieur du même sans avoir à se manifester. Cette parole me révèle que l'autre ne se révèle pas, que l'autre n'appartient pas à l'ontologie, qu'il n'est pas et ne sera pas dans le même là que moi, et finalement que son ailleurs, toujours ailleurs, cette différence qui ne cesse d'être différée, m'oblige à obéir à un sens, à un ordre, un commandement, comme prix de cette proximité. Et donc dans la page où la note de bas de page apparaît, Lévinas écrit ceci: « L'autorité n'est pas quelque chose où un regard viendrait la chercher comme une idole ou qu'il assumerait comme un logos. » Donc ça, c'est ce qu'écrit Lévinas. Donc c'est à la suite de cette phrase précisément, l'autorité n'est pas quelque part où un regard viendrait la chercher comme une idole ou qu'il assumerait comme un logos. C'est à la suite de cette phrase que Lévinas place cette note de bas de page que je vous ai lue tout à l'heure. L'autorité ne serait donc pas issue d'un élément extérieur, mais relèverait d'un rapport intime avec l'autre qui se fait entendre par ma parole. L'autre dans le même ouvre l'ordre de l'altérité dans ma propre parole. Je sais ce que je dois faire. Pour autant, la limite de l'inscription dans un objet du monde n'a pas lieu. C'est l'altérité issue de ce retrait de l'autre, de son inaccessibilité, qui pose un commandement dans le creux de mes propres mots, dans le flux de ma propre énonciation. Cette note que je lisais tout à l'heure nous rappelle à nous, lecteurs, que la pensée ne peut pas tout penser et que ce qu'elle n'est pas capable de saisir lui est intolérable, pour reprendre le mot de Lévinas. D'où la nécessité d'un arrêt, d'un ananke stenai, c'est-à-dire la nécessité qu'on s'arrête quelque part. Il faut garder en mémoire que cet arrêt a ici un sens à double fond. Il apparaît tout d'abord comme cette limite que le logos ne parvient pas à franchir, mais aussi dans l'exercice même de la pensée, le retournement, il apparaît comme le retournement de l'unicité de l'autre à l'intérieur du groupe social. Pour le dire autrement, l'arrêt rationnel
devant la source non rationnelle du sens, limite la possibilité à penser l'éthique et renvoie la pensée aux politiques. Ce qui émerge de l'arrêt, ce n'est pas seulement l'incapacité à penser, mais c'est l'orientation vers une praxis sociale. C'est-à-dire que simplement, lorsque l'altérité en autrui demeure retirée, elle me permet une relation nouvelle à autrui lui-même. Et cette nouvelle relation n'est plus celle qui est directement aux prises avec le visage. Si, dans la mesure donc où on comprend le visage comme ce que décrit Lévinas, c'est-à-dire le visage au sens lévinassien comme fenêtre ouverte en autrui vers l'au-delà de l'être, donc si on comprend ça comme ça, il semble que cette nouvelle relation ne soit plus celle qui est aux prises avec ce visage-là. Mais c'est à l'inverse la relation avec le visage plastique, ouvert, donc la plasticité du visage d'autrui, cette plasticité que, quand on est lecteur de Lévinas, on a l'habitude de lire que Lévinas précise que c'est ce dont il ne parle pas. C'est-à-dire il redit souvent que cette plasticité, ce n'est pas elle dont on parle, et pourtant on y revient. Dans ce passage, on apprend que la fin de la symétrie, donc la fin de la symétrie dans la situation, dans l'intrigue éthique, n'est donc pas de mon fait. Je ne décide pas de rompre cette dualité exclusive entre moi et l'autre pour me tourner vers autrui comme citoyen ou pour me soucier de justice. À l'inverse, il apparaît que ce retournement est issu de la déprise de l'autre qui m'interdit la contemplation ou la fascination et qui m'oblige à agir en direction d'autrui. Donc cet autrui plastique particulier qui n'est pas seulement une fenêtre ou une ouverture vers l'au-delà de l'être. L'inspiration de l'au-delà de l'être me reconduit ainsi dans l'être comme réponse à son ordre. Si l'on revient un petit peu en arrière, on comprend que l'infusion de l'éthique dans ma propre parole me pousse à agir sans jamais se présenter. Probablement, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de croire en l'autre. Et je n'ai pas besoin de croire en l'éthique, puisque je l'éprouve dans son retrait jusqu'à me sentir concerné, moi, personnellement, par les autres êtres humains. Je l'éprouve en moi-même sans pour autant l'avoir jamais en ma possession ou avoir jamais en ma possession une représentation d'elle. Bien à l'inverse, je suis possédée par elle. Je ne choisis pas son interruption, c'est-à-dire le moment où elle intervient dans mon existence, et je ne choisis pas d'aller vers ce point de rupture en direction de l'agir. Je cite à nouveau Lévinas qui dit, page 247, « Le retournement du sujet incomparable en membre de la société », voilà ce qu'il décrit. Donc ce retournement du sujet incomparable en membre de la société ne s'opère que sur la base de cette limitation. Parce que l'autre ne se prête pas à l'objectivation, parce qu'il ne peut pas être pris pour objet de la conscience, la tension que son absence a ouverte ne quitte pas l'ontologie et se reporte sur la communauté. Là, à ce moment-là, dans ce changement-là, Lévinas écrit que le visage se dévisage, c'est-à-dire qu'il n'est plus le visage tel qu'il en parle habituellement. L'unique qui a enseigné l'ordre éthique se retire au profit de tous comparables. Alors la plasticité du visage reprend le dessus, les traits communs qui font de la réciprocité, de l'exigence de justice est possible. Et Lévinas écrit « Autrui est d'emblée le frère de tous les autres hommes ». Et plus loin, je suis autrui pour les autres. Et c'est à partir de ces prémices que Lévinas rédige cette phrase qui m'occupait dès le début de cet exposé. La justice exige la contemporanéité de la représentation. Donc revenons un instant sur la note de bas de page que je citais tout à l'heure. Le passé immémorial est intolérable à la pensée. L'écueil de cette intolérance à l'impensable, c'est qu'au lieu d'accepter la rupture, cette rupture qualitative d'un indémontrable, d'un irreprésentable, auquel le logos n'a pas accès, l'icône renverse la limite. Voilà où résiderait le danger de la représentation. Je cite à nouveau la note de bas de page de tout à l'heure. Le mouvement au-delà de l'être devient ontologie et théologie, d'où aussi l'idolâtrie du beau.
Dans son indiscrète, donc je poursuis la note de bas de page, dans son indiscrète exposition et dans son arrêt de statut, dans sa plasticité, l'œuvre d'art se substitue à Dieu. L'intégration à l'ontologie est bien comprise dans le retour à une dimension plastique du visage et dans la préoccupation pour la justice sociale. Mais le danger serait dans la tentation de substituer au mystère du visible et de laisser chuter le désir qui tend ma parole vers l'insaisissable en direction d'une idole, toute visible, toute jetée au regard, donc ce qu'il appelle indiscrète exposition. Et cette indiscrète exposition ne suscite pas en retour mon exposition à moi, mais elle étanche ma soif de savoir en éteignant l'altérité elle-même. Cet écueil, l'article « La réalité et son ombre » le décrit comme une déchéance dans l'en-deçà du monde. La tentation de l'art serait donc à la fois tentation de l'effondrement de ma propre situation devant l'autre, puisque je ne m'offre plus, je ne suis plus nulle part devant quelqu'un, et celui de la parole qui n'a plus d'obscurité où se jeter. Lévinas écrit « L'œuvre d'art se substitue à Dieu », et encore, devrait-on ajouter la remarque que fait Jean-Michel Salansky dans son Humanité de l'homme, où il écrit « Si l'emploi du mot, alors il se réfère au mot Dieu, si l'emploi de ce mot Dieu devait, à l'usage, se révéler toujours conduire à l'idolâtrie, alors il faudrait renoncer à cette tolérance. » D'une certaine manière, même Dieu pourrait être revêtu de cette pellicule caricaturale et irréelle de la représentation, qui fait naître une figure de l'autorité justement, qui se substituerait à l'épreuve personnelle de l'autorité dont je parlais tout à l'heure, une autorité extérieure à l'intérieur de ma propre parole. Ce danger, ce n'est donc pas de résorber l'altérité, de la faire disparaître, mais de croire l'avoir fait au profit d'une représentation. C'est de se laisser confondre par une image en la prenant pour réelle, alors qu'elle n'est qu'une pellicule qui recouvre la réalité, une image de la réalité, cette doublure perpétuelle de l'ombre sur les choses. Savoir de quoi il s'agit parce que je me le représente, savoir ce que je cherche et ce que je veux, ce serait précisément se laisser entraîner dans la chute de la représentation, en deçà du monde de l'autre et hors de la préoccupation pour l'autre, où l'œuvre d'art saturée se livre comme muette, d'après la réalité et son ombre, où Lévinas écrit, elle ne se donne pas pour un commencement de dialogue. Et il écrit encore que l'art est comme une mort doublant l'élan de vie dans cet article. Et il le décrit, l'art, comme une évasion de la responsabilité, une distraction du sérieux de l'existé. La jouissance artistique, d'une certaine manière, méduserait et refermerait le spectateur ou l'auditeur sur un monde clos et sans pourquoi, sans question, sans discussion. Comment donc, après s'être référé à cette si vive critique de l'œuvre d'art qu'il fait dans la réalité et son ombre, donc cette critique soutenue par une perspective critique elle-même de la représentation comme chute de l'humain, contournant l'exigence éthique par le bas, Lévinas arrive à cette phrase finalement, la justice exige la contemporanéité de la représentation. Comment penser l'articulation entre la représentation qui extrait le sujet du monde, qui le fascine et le méduse, et l'amène à lui-même se supposer savoir, se poser dans une appréhension du monde sous le jour du mythe. Donc pourquoi l'art pourrait avoir le moindre sens dans notre existence? C'est ça finalement la question qui se pose si l'art interrompt le discours et interrompt le dialogue et que finalement je suis dans l'adresse à personne. Comment ça pourrait avoir du sens? Donc je saute un paragraphe pour ceux qui ont le texte. Le devoir de rendre justice s'ouvre dès l'interruption de mon monde par l'autre. Parce que l'autre appelle à me préoccuper de l'humain en même temps qu'il se refuse. Je dois rendre justice à l'autre et pour lui rendre justice, à l'autre, je dois me tourner vers les humains. Me tourner vers les humains en perpétuant la discussion qui fait jaillir dans l'ontologie un sens autrement qu'être, alimenter ce sens
et le raviver sans cesse, et le raviver, notamment en cas de dérive. Comment faire? Comment empêcher que des lois, puisqu'on parle de justice, comment empêcher que les lois érigées pour imposer le respect de tous, pour tous, ne se fixent dans une forme qui dérive en oubliant son objet, c'est-à-dire l'éthique. La question de la représentation revient aussi dans l'inquiétude de voir la parole s'essouffler et avec elle l'éthique. Donc comment la représentation pourrait avoir cours dans une modalité de réception qui ne la condamne pas à la pose statique de la statue, ou comment cette pose peut être empêchée comme mutisme et retournée, puisque c'est ça que vise Lévinas, c'est qu'à un moment, il faudrait que cette représentation soit retournée en ouverture, devienne le motif d'un témoignage de l'éthique dans l'ontologie, à l'intérieur même de l'ontologie. Je redis cette phrase qui me préoccupait là. La justice exige la contemporanéité de la représentation, mais c'est comme pour l'art, c'est-à-dire la justice et l'art ici se posent le même problème, le même paradoxe. La fin de la justice advient de la même manière pour la... Enfin, on en est à la fin de la justice, c'est-à-dire la justice s'annule elle-même si la représentation est acceptée sans discussion. Si on arrête de discuter sur la loi, par exemple. Donc, l'invitation à une praxis faite par Lévinas laisse souvent perplexe. Je ne sais pas si vous avez lu tous ces moments dans lesquels on est sur le seuil de « j'ai quelque chose à faire, mais je ne sais toujours pas ce que j'ai à faire ». Donc, d'une certaine manière, ça laisse perplexe parce que je ne peux que devoir, mais je ne sais pas quoi faire. Et surtout, je ne sais pas comment le faire. Comment passer de l'ensemble descriptif de Lévinas à une application concrète de ses propositions? Notamment du point de vue politique, comment maintenir vivante l'évaluation de la justice étatique par les citoyens? Pour la justice comme pour l'art, il semble que l'ouverture d'une discussion critique puisse donner son sens et son intérêt à ces systèmes marginaux par rapport aux relations humaines. Donc ce serait uniquement dans l'ouverture d'une discussion critique à propos de l'art et uniquement à partir d'une discussion critique à propos de la loi qu'une éthique pourrait rejaillir à propos d'une représentation, c'est-à-dire d'une fixation de la loi écrite ou d'une fixation de la représentation qui risque toujours de devenir une idole. L'appel à l'inhumain et à la technique devient signifiant donc, lorsqu'il devient un prétexte pour rappeler la présence de l'au-delà. Sa perspective limitée fait sens à chaque fois que l'on rappelle qu'elle est en effet limitée et que la représentation n'atteint pas l'englobement qui laisse oublier le sérieux et la gravité de la vie. La tâche essentielle de la critique, pour réintégrer l'œuvre d'art dans un dialogue intégrant l'œuvre inhumaine de l'artiste dans le monde humain, je cite La réalité et son ombre. Donc, la tâche essentielle de la critique pour réintégrer l'œuvre d'art dans une temporalité comme élément de la relation avec autrui est semblable à la tâche du citoyen qui permet un état de justice seulement en le discutant sans cesse, en le remettant en question, en participant à sa mise en question et à son élaboration. Je finirai en évoquant la possibilité d'un art comme modalité de l'exercice d'une citoyenneté telle qu'elle est issue de l'exigence éthique. Si pour être un citoyen responsable de la persistance du sens ouvert dans l'éthique, je suis tenu de juger pour évaluer ces actes à l'aune de cette inspiration, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision de justice, je suis tenu d'une certaine manière de l'appréhender à partir d'une évaluation à l'aune de l'éthique, de l'exigence que l'éthique m'a ouverte. S'il s'agit de ça, si c'est ça être un citoyen responsable, alors mon jugement comme dénonciation, comme critique de l'État, on peut à nouveau se demander à son propos comment il peut avoir effectivement lieu, de quelle manière. Comment faire pour que la justice ne soit pas prise, je cite à nouveau Lévinas, pour une loi anonyme des forces humaines régissant une totalité impersonnelle. Finalement, l'art, comme un cas de la représentation,
peut mettre en évidence le rapport paradoxal qui s'établit entre le devoir d'en passer par là, par la représentation, et l'impossibilité de s'y maintenir, toujours dans la représentation. La toile est muette, mais peut devenir le motif d'un dialogue, le prétexte à une discussion. Tout comme la justice tranche les débats pour y mettre fin en rendant une décision, tout en reposant, c'est-à-dire le socle de la justice elle-même, c'est de reposer sur la discussion et la mise en question permanente de son propre fondement. J'aurais beaucoup aimé à cet endroit-là finir en vous parlant de Jean-François Lyotard et de Que peindre notamment, mais je vais m'arrêter là parce que je ne l'ai pas suffisamment étudié. Je pense que je ne suis pas à la hauteur pour l'instant pour vous en parler. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Flora, tu nous as mis l'eau à la bouche à la fin. Et, bon prochaine fois, on espère bien t'entendre sur ce point. Voilà. Alors on va prendre déjà 2 questions. Ça dépend de la longueur des questions, si c'est des questions, si c'est des remarques. Et pour laisser, pour faire court. Alors, il faut qu'on fasse court. Alors, c'est que ce soit plutôt des questions pour laisser à Flora le temps de répondre. Voilà. Mais peut-être qu'il n'y a pas de questions. Et peut-être qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions... ils sont tous... Tout le monde est médusé. Mais... pardon. C'est juste une question générale. Est-ce que c'est intéressant de faire la distinction entre la pratique de l'art et l'œuvre d'art? L'œuvre d'art, c'est quelque chose de très spécifique et culturel. Oui, je pense que c'est important de le faire. En effet, je n'ai pas signalé. Tout ce que j'ai dit reposait sur l'expérience de l'œuvre d'art en tant que spectateur, effectivement. Vous avez bien raison de le signaler. Oui. Et l'analyse serait différente si je me plaçais du côté de l'artiste, justement. Mais c'est ça que je n'ai pas fait et qui reste à faire précisément avec Lyotard, je crois. Merci beaucoup. Bon, alors, Izzy, une petite question. Une remarque, peut-être. Une remarque. Oui, une remarque. Dans la nécessité d'un arrêt, qui est ce que j'ai trouvé de plus intéressant, dans la réalité son nombre, sur lequel tu as longuement parlé, donc autant de choses que je ne dirai pas vendredi. Non, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Il est question d'un entretemps dans ce même texte. Et qui m'a l'air d'être la clé un peu de tout ce passage. Donc je veux ton avis là-dessus, c'est-à-dire l'arrêt et l'entretemps, est-ce que c'est soit la même chose, soit Lévinas dit autre chose avec l'entretemps? L'entretemps, alors moi j'ai beaucoup de difficultés avec ce texte, je ne le cache pas. Mais donc quand il parle de l'entretemps, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais plus. Si tu peux préciser, je te répondrai, mais je... Une remarque et une précision maintenant. Oui, peut-être que tu peux préciser toi-même ton exposé. Non. On n'aura plus rien à entendre, alors non. Dans ce texte, la réalité est son ombre. Oui. Il dit tout peut-être que tu as une hypothèse aussi. Voilà. La nécessité de l'arrêt me paraît quelque chose d'absolument important. Et l'entretemps, c'est une manière pour lui, c'est Lévinas, je mentirais en disant que je comprends tout ce qu'il dit. Mais il a l'air d'indiquer qu'il y a un espace entre l'œuvre et celui qui la regarde, qui est l'endroit où quelque chose de légitime peut se bâtir. Parce que ça décolle de l'œuvre et ça n'induit pas l'obligation pour celui qui regarde d'émettre un avis. Et donc il y a un espace où se tient, donc, et un temps qui s'appelle l'entretemps. Et que pour que cet entretemps existe, il me semble qu'il faut qu'il y ait un arrêt. Mais que cet arrêt est nowhere. Il est ni sur l'œuvre, ni chez celui qui regarde. Voilà ce que j'ai compris. Merci pour les précisions. Alors, je n'ai pas compris exactement la même chose que toi. Et en plus, alors... parce que moi, ce que j'ai compris... Alors,
mon expérience de lectrice de Lévinas, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire que devant l'œuvre, je reste muet et donc justement ça n'a pas lieu cette chose-là. Mais bon, peut-être que tu défendras un autre point de vue qui sera bien plus approfondi sur ce texte précisément, parce que en tout cas, ce que tu décris là, pour moi, c'est l'inverse justement. Ça correspond d'une certaine manière à l'arrêt, qui n'a pas basculé en idolâtrie, mais qui est un arrêt qui doit susciter la discussion et qui doit susciter la critique, c'est-à-dire dire que autrui rappelle sa présence devant cette œuvre, quoi. C'est-à-dire, si je suis avec quelqu'un et que je peux parler de l'œuvre que je suis en train de regarder, là, il y a l'ouverture de quelque chose. Mais si moi, je suis seule face à cette œuvre et que je n'ai rien à en dire, ça me paraît... voilà, time up. Bon, alors écoutez, il y a du suspense, hein, c'est bien. On attend Izzy maintenant au tournant. Et... On va tous relire La réalité et son nom. Voilà. Et